Amateurs de surnaturel en quête de savoir. Bienvenue dans ce second épisode de Psychose, là où la porte entre les différents mondes s'ouvre. Ici même où la science ne peut plus répondre. Où paranormal, rites sataniques, sorcellerie, mensonges et manipulation seront les maîtres mots de cet épisode. Pensez-vous que certaines personnes sont dotées de forces surnaturelles, de capacité à communiquer avec le mal, de voir ce que l'œil humain n'est pas capable de voir, et de contrôler les pensées et les agissements des gens afin d'arriver à leur fin? Qui sont donc Sarah Good, Sarah Osborne et Tituba, les trois tristement célèbres sorcières de Salem? Comment cette chasse aux sorcières a pu faire condamner plus d'une centaine de personnes et tuer 14 femmes, et étaient-elles toutes vraiment des sorcières? Entre mythe et réalité, plongeons-nous dans l'histoire sombre et tragique des sorcières de Salem. Les jeunes filles et l'esclave. Durant l'hiver glacial de 1691, deux jeunes filles répondant au nom de Betty Paris et Abigail Williams, respectivement fille et nièce du révérend Samuel Paris, ces deux jeunes filles, alors âgées de 9 et 11 ans, se réunissent pour jouer ensemble à des jeux de divination, comme lire l'avenir, le cacher, le passé, les trésors, les maladies invisibles, les mystères, les mythes et j'en passe. Et cela par des moyens non rationnels. Ce qui pour des jeunes filles croyantes et proches de la famille d'un révérend n'est pas une chose commune. Notre histoire commence dès que la petite Betty demanda à une esclave indigène prénommée Tituba, esclave du père Samuel Paris, de leur apprendre à lire l'avenir. Car en effet, les deux jeunes filles avaient remarqué que Tituba présentait quelque chose de spécial. Elle était capable d'appeler des forces que les fillettes pensaient divines afin de pouvoir lire l'avenir. Pendant une de leurs séances de jeu, Tituba fit s'asseoir les fillettes. Elles fermèrent les yeux, tout en écoutant Tituba réciter ce qu'elles pensaient être des prières. Mais en réalité, cela était des incantations capables d'invoquer le mal. Pendant la séance, une des fillettes commença à avoir des sensations de malaise, une angoisse omniprésente et s'intensifiant au fur et à mesure que le temps passait. Une paralysie au niveau de la respiration commença à la submerger. Quand tout à coup, elle commença à avoir une vision, un spectre apparut devant elle. Après la séance, les fillettes commencèrent à agir de manière étrange. Curieusement, les deux jeunes filles communiquèrent dans un langage inconnu, que seules elles comprenaient. Elles se cachaient, disparaissaient en quelques secondes, traînaient des pieds en marchant lourdement et difficilement. Elles étaient toutes les deux sujettes à des crises de convulsions et des hallucinations répétées. Le révérend Samuel fit appel à des médecins afin de comprendre de quel mal étaient atteintes les deux jeunes filles. Mais aucun d'eux ne put parvenir à une conclusion médicale plausible. Seulement l'un d'entre eux se prononça et parvint à cette seule conclusion. Uniquement une possession satanique a pu rendre la jeune Abigail et Betty dans cet état. C'était l'œuvre du diable en personne. Les trois sorcières de Salem. Le révérend Paris, ainsi que les autres notables de la ville, se réunirent et confrontèrent toutes les filles atteintes de manière identique. Anne Putman, Betty Hubbard, Mercy Lewis, Susanna Sheldon, Mercy Short et Mary Warren, deux nommées celles qui les ont maudites. Les jeunes filles se rendaient compte que leur acte allait à l'encontre de la communauté et du christianisme, et n'osaient pas avouer par ailleurs qu'elles-mêmes s'étaient adonnées à des actes de sorcellerie. Par peur, honte et pression, les jeunes filles donnèrent des noms. Sarah Good, Sarah Osborne, Tituba ont été les trois premières femmes accusées de sorcellerie. Rituels sataniques, possession, séances de spiritisme, capables de converser dans des langues inconnues. Elles étaient toutes les trois les servantes du diable, capables d'utiliser des forces surnaturelles afin d'arriver à leur fin. Les jeunes filles étaient formées. Ces trois femmes étaient les sorcières de Salem. Sarah Good, une mendiante, fille déshéritée d'un aubergiste français, qui s'était donné la mort quand Sarah était adolescente. Suite à cet événement, la jeune fille a tout perdu. Elle commença des crises de démence, à parler seule. C'était une femme louche. Elle murmurait dans des langues incompréhensibles quand on lui donnait de la nourriture. Jusqu'aux accusations, les gens s'en méfiaient, pensaient qu'elle était folle. Mais la vérité était bien plus sombre. C'était l'une d'entre elles, une sorcière, servante du mal, employée du diable. Elle envoûtait et volait leurs âmes aux jeunes filles innocentes. Sarah Osborne, quant à elle, une vieille femme alitée, d'une santé fébrile, qui s'était déjà attiré les foudres du village quand elle s'était accaparé l'héritage de son premier mari au dépourvu de ses enfants afin de les remettre à son nouvel époux.
Tituba, elle, bien connue de la famille Paris, et l'esclave barbarienne du révérend. Comme nous l'avons expliqué, elle avait déjà attiré l'attention à cause de ses actes et séances allant à l'encontre du naturel. Les trois femmes sont officiellement accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et mises en prison. Voyant que les crises se poursuivaient malgré leur arrestation, les jeunes Abigail et Betty lancèrent de nouvelles accusations. Dorothy Good, la fillette de Sarah Good, alors âgée de 4 ans. Rebecca Nurse, une grand-mère malade et pieuse. Abigail Hobbs, Délivrance Hobbs, Martha Corey, ainsi qu'Elizabeth et John Proctor ont eux aussi été mis aux arrêts sur les dires des fillettes. Condamnation. Une fois toutes les sorcières arrêtées, un premier souci se pose. Les crises se poursuivent. Même une fois les sorcières mises en prison. Mais comment interrompre une telle œuvre? Bon nombre de citoyens y virent une solution assez radicale. La mort. Mais bien que prétendument des sorcières, ces femmes avaient quand même le droit à un procès. Mais c'est alors que le second problème apparaît. Impossible de faire un procès sans forme légitime de gouvernement. Et plus le temps passe, plus les prisons se remplissent. Fin mai 1692. Il faudra attendre l'arrivée du gouverneur William Phips afin de prononcer les premières sentences et de juger les sorcières. Mais le mal était déjà fait, car certaines de ces femmes étaient déjà mortes, comme Sarah Osborne qui est morte en prison. Et quand le pasteur vint à elle afin qu'elle se confesse sur ses crimes, elle lui dit « Vous êtes un menteur. Je ne suis pas plus une sorcière que vous n'êtes un sorcier. Et si vous me tuez, Dieu vous donnera du sang à boire. » Elle démentit, et à savoir qu'une prétendue sorcière qui démentait les faits était tout simplement condamnée à la peine capitale, soit par pendaison ou brûlée sur le bûcher. Et encore, ça c'était pour les bien chanceuses, car si vous étiez accusé de sorcellerie et que cela mettait trop longtemps à ce que vous arriviez en prison, généralement les villageois se faisaient justice eux-mêmes, en ruant de coups les présumées sorcières jusqu'à la mort. Tous les procès se terminent par la même finalité, la condamnation à mort de l'accusé pour sorcellerie. Aucun acquittement n'est prononcé, seuls ceux qui plaident coupables et dénoncent d'autres suspects évitaient l'exécution capitale. Avec le temps, les procès pour sorcellerie s'achèvent en octobre 1692. Les accusés sont progressivement mis en liberté jusqu'au printemps suivant. Officiellement, le gouverneur royal du Massachusetts, Sir William Phips, met un terme à la procédure après l'appel formé par le clergé bostonien, mené par Nicholas Mather. Celui-ci publie Case of Conscience Concerning Evil Spirit, cas de conscience concernant les esprits maléfiques, le 3 octobre 1692. Ouvrage qui contient notamment la phrase suivante: il apparaît préférable que 10 sorcières suspectes puissent s'échapper plutôt qu'une personne innocente soit condamnée. L'affaire eut un impact si profond qu'elle contribua à réduire l'influence de la foi puritaine sur le gouvernement de Nouvelle-Angleterre et a indirectement conduit aux principes fondateurs des États-Unis. L'affaire, jugée trop injuste et cruelle envers les prétendues sorcières, et ternit à jamais la réputation de leur famille, alors que les accusateurs, quant à eux, ont pu retrouver une vie normale une fois l'affaire étouffée. Contexte historique. Afin de mieux comprendre ces accusations, remettons un petit peu de contexte à cette histoire. Nous nous situons donc aux États-Unis entre 1692 et 1693 à Salem Village. Et je parle bien de Salem Village et pas de sa ville voisine Salem, car contrairement à ce que tout le monde pense, le procès des sorcières de Salem n'a pas eu lieu à Salem, mais bel et bien à Salem Village. Enfin, si on peut appeler ça un procès. Nous sommes donc au XVIIe siècle, 70 ans après que les premiers colons anglais aient mis les pieds sur ce qui sera la première ville du Massachusetts. J'arrive pas à le dire, bordel de merde, ok, vous avez compris. Sur ce qui sera la première ville du Massachusetts. J'ai nommé Plymouth. À savoir que cette ville a été fondée principalement par des dissidents anglais. Les dissidents anglais sont donc des Anglais qui ont fait sécession de l'église d'Angleterre. Donc en gros, ta religion est pas cool, nous on veut la nôtre. Donc ces dissidents anglais ont fui l'Angleterre vers la Nouvelle-Angleterre afin d'imposer leur religion bien plus puriste. Nouvelle-Angleterre qui est donc composée de 6 États, dont le Massachusetts. Et vous l'aurez donc compris, les villes et villages du Massachusetts, j'arrive toujours pas à le dire, sont donc principalement, voire totalement, des sociétés basées sur des croyances chrétiennes, puritaines et conservatrices. On commence donc à comprendre pourquoi tant d'accusations ont été tout simplement menées en si peu de temps. Sans compter que les tensions étaient palpables autour d'eux. Car nos petits Anglais cherchaient à protéger le pouvoir des Anglais face aux Français qui détenaient à ce moment-là le Québec. Cocorico les gars. Et en plus des Français, les Anglais devaient se protéger des autochtones, les Amérindiens. Car c'est pas facile de prendre la terre de quelqu'un sans conséquences. Sans parler des conflits économiques entre les différents villages. Salem Village qui était tout simplement jaloux de la réussite économique de Salemtown. Ouais, ils se sont jamais fait chier pour les noms. Ils rajoutaient juste des suffixes ou des préfixes devant Salem et ça refaisait un nouveau nom de ville.
Donc en résumé, si ton voisin réussissait mieux que toi, t'avais juste à l'accuser de sorcière et c'était réglé, tu récupérais le marché. Vous comprenez donc aussi que la communauté entière était complètement à cran. Et les accusations des fillettes étaient-elles justifiées? Car en effet, la plupart des accusations allaient à l'encontre des personnes ayant causé du tort à leur famille. Certaines études expliquent que les tensions sociales sont à l'origine des accusations, notamment le fait que la grande majorité des accusés vivaient à Salem, la ville portuaire donc plus riche. Alors que les accusations venaient de Salem Village, ville plus rurale à l'intérieur des terres. On peut aussi supposer que Betty et Abigail ont accusé des personnes qui avaient causé du tort à leur famille, comme la famille Nurse, qui occupait des terres appartenant à la famille Paris, ou la famille Ostrowski, qui avait émigré au siècle précédent et qui faisait donc figure de bouc émissaire car elle ne maîtrisait pas correctement la langue anglaise. Quant à elle, Tituba a avoué être coupable de sorcellerie. Mais souvenez-vous, ce qui empêchait d'être pendu ou brûlé, c'était d'avouer ses crimes. Et Tituba, en plaidant coupable, échappa à la peine capitale. Une fois l'affaire des sorcières étouffée, elle revint sur les accusations et avoua avoir plaidé coupable après avoir été battue par le révérend et afin de garder la vie sauve. Alors sorcellerie, délire de groupe, qu'en pensez-vous? À vous de me dire en commentaire. C'était Sabo. Bye.